C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Montico Télévision, dont voici les grands titres. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, entame ce jeudi 8 août 2024 une visite de travail à Luanda en Angola. Il va rencontrer son homologue angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre Kinshasa et Kigali, pour aborder la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo a présidé dans la soirée de ce mercredi 7 août 2024 une réunion du gouvernement à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, capitale du pays. Des dossiers liés à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays ainsi que des questions socio-économiques ont été abordées au cours de ces conseils de ministres restreints. Crise à l'Université des sciences de l'information et de la communication, la coordination estudiantine a dans une déclaration lancé ce jeudi 8 août 2024 un appel pressant pour la création de conditions nécessaires à un dialogue direct entre le parti antagoniste. Voilà, je l'ai annoncé dès l'entame dans le sommaire. Après le chèque du cessez-le-feu sur terrain où les hostilités se poursuivent dans la partie est de la République démocratique du Congo, Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, entame ce jeudi 8 août 2024 une visite de travail à Luanda, en Angola. Il va rencontrer son homologue angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre Kinshasa et Kigali pour aborder la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, entame ce jeudi 8 août 2024 une visite de travail à Luanda, en Angola. Il va rencontrer son homologue angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre Kigali et Kinshasa pour aborder la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président Ramaphosa et le président Lourenço partageront également leur point de vue sur les questions d'intérêt mutuel régional, notamment la situation en RDC et sur les efforts régionaux et continentaux visant à résoudre le conflit qui afflige le continent, annonce la présidence sud-africaine. L'Afrique du Sud est contributeur des troupes de la SADC déployées dans l'Est congolais pour faire face aux rebelles du M23. Bien avant cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, et Olivier Nduhungirehe du Rwanda se sont retrouvés la semaine dernière à Luanda autour du médiateur angolais João Lourenço pour les discussions de paix. Un cessez-le-feu a été décrété sur les terrains entre l'armée congolaise et le M23. Le cessez-le-feu est entré en vigueur ce dimanche 4 août 2024 à minuit et sera supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc renforcé par les experts du renseignement des trois pays et d'autres entités et la résultante de la relance du processus de Luanda que Kinshasa considère comme un mécanisme privilégié pour un retour à une paix durable. De l'autre côté, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé mercredi 7 août à la cité de l'Union africaine une réunion de conseil de ministres restreint avec la première ministre Judith Suminwa et une dizaine de ministres sectoriels autour des questions liées à la crise sécuritaire dans l'est du pays et la situation humanitaire ainsi que le contexte socio-économique. Des mesures urgentes ont été prises à l'issue de cette rencontre. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, fait la synthèse de la réunion. Revenu le mercredi matin d'un séjour médical à Bruxelles, en Belgique, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre Judith Suminwa et une dizaine de ministres sectoriels ont pris part à cette séance de travail. Des questions liées à la crise sécuritaire dans l'est du pays, la situation humanitaire et au contexte socio-économique sont abordées au cours de ces conseils restreints. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, fait ici la synthèse de cette réunion. Du gouvernement pour statuer essentiellement sur deux points. Le premier point, c'était sa communication
Et les deuxièmes points concernaient la prorogation de l'état de siège. Et donc sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en vigueur à partir du 9 août 2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Donc les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances, mais aussi en termes de tracasseries qui peut y avoir, des difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées et les ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'économie ainsi que les ministres des finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au conseil de ministres de vendredi nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le conseil de ministres se terminera. Les présidents de la République donnent des orientations claires et précises dans différents domaines pour des actions concrètes. Restant toujours à la présidence de la République, la sécurité et l'économie au centre des échanges entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le mercredi soir à la Cité de l'Union africaine. Les 2 personnalités se sont convenues de faire une évaluation régulière de la situation sur terrain. C'était également une occasion pour les présidents de la Chambre basse du Parlement de se rassurer de l'état de santé du président de la République. Commentaire. Après son retour à Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi a accordé une première audience au président de la Chambre basse du Parlement Vital Kamerhe le mercredi à la Cité de l'Union africaine. Des questions sécuritaires et économiques étaient au menu de leur discussion. Sur la crise sécuritaire dans l'est du pays, ils se sont convenus de faire une évaluation régulière de la situation sur terrain. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu, et c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution, de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et s'il est chez, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt sécuritaire et affaires coutumières selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a recruté les hommes, il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Concernant la gestion de moyens fournis à l'armée congolaise, les présidents de l'Assemblée nationale rappellent que le chef de l'État veut la transparence totale dans la chaîne des livraisons de la nourriture afin d'éviter les plaintes incessantes de soldats sur terrain. Par ailleurs, la dépréciation du franc congolais par rapport aux devises étrangères a été abordée. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de notre économie, de la diversification de notre économie. Et il est temps que l'on puisse lancer ce programme et en faire le suivi.
Avant de clore leurs échanges, le chef de l'État et le président de la Chambre basse du Parlement ont survolé la question liée au fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'entretien s'est terminé par le message de condoléances du président de la République à la population du Sud Kivu et à la suite du décès du Mwami et du chef de la chefferie de Kabaré, Désiré Kabaré Rugemanizi II. Rendons-nous à présent à la Chambre haute du Parlement. 20 candidatures ont été réceptionnées par le bureau d'âge du Sénat. La liste provisoire des candidats retenus à différents postes du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement a été rendue publique le mercredi 7 août 2024. La journée de ce jeudi 8 août sera consacrée au dépôt et à l'examen de recours par la commission ad hoc ainsi qu'à l'affichage de la liste définitive des candidats retenus. Suivez. Le bureau d'âge du Sénat a procédé mercredi 7 août à la publication de la liste provisoire des candidats retenus aux différents postes du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Sur les 20 candidatures réceptionnées, une seule n'a pas été retenue au poste de questeur. Il s'agit de la candidature de la sénatrice Mouleka Bajikila Florence du regroupement politique Alliance des Tshisekédistes Unifiés et Alliés et celle de Pascal Omana au poste de questeur adjoint est reçue sous réserve. Conformément au calendrier réaménagé, la journée de ce jeudi 8 août 2024 sera consacrée au dépôt et à l'examen de recours pour la commission ad hoc ainsi qu'à l'affichage de la liste définitive de candidats retenus. Président du Sénat, Samalou Konde, Jonas Mukamba Kadiata, Idriss Mangala, vice-président du Sénat, Kalala Wakalala José, Christophe Lutundula, deuxième vice-président, Eustache Mouanzi, Bahati Lukwebo, Corneille Isenge, rapporteur, Jean-Bamanissa Saïdi, Ivan Kazadi Kankonde, Nefertiti Ngoudianza, Justin Kalumba Mwanangongo, rapporteur adjoint, Salomon Kalonda Dela, Jean-Claude Baende, questeur, Moïse Ekumbo Longoulou, candidat indépendant, Agito Amela, Carole, Kabongo Mukenge Chai Topin, questeur adjoint, Pascal Omana Bitika, sous réserve, Isabelle Kabamba Waumba. Sur le 7 postes en lice, la majorité parlementaire a droit à 6 postes et l'opposition un seul, celui de rapporteur adjoint. Du côté de l'opposition, ça fait un total de 2 candidatures et du côté de la majorité, bien que certains concours comme des indépendants, plus de 10 candidatures ont été retenues. Selon le nouveau calendrier réaménagé, la journée du vendredi 9 août sera dédiée à la séance plénière d'audition des messages des campagnes électorales. Enfin, le samedi 10 août 2024 se tiendront la séance plénière pour l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat. L'élection et l'installation du bureau définitif vont automatiquement marquer la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat. Les nouvelles ne sont pas bonnes à la fonction publique. Le secrétaire général de l'administration du ministère du numérique est suspendu par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour manquement grave. Ces derniers, selon le vice-premier ministre, a détourné l'enveloppe salariale dégagée pour la prise en charge des cadres et agents de l'administration du numérique. Viningali Junior. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre. Le paysage politique congolais est en ébullition depuis que Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, a décidé de suspendre le secrétaire général du numérique pour des manquements graves. Cette décision, pour le moins inattendue, met en lumière de pratiques obscures au sein du gouvernement et soulève des questions sur l'intégrité et la transparence des institutions publiques. Au cœur du scandale, des accusations de détournement des fonds. Selon les premières investigations, le secrétaire général aurait utilisé une enveloppe budgétaire destinée au salaire des agents du secrétariat pour financer des primes allouées à des personnes n'ayant ni statut de fonctionnaires ni lien direct avec la mission du numérique. Ces choix, qui semblent ignorer le principe d'objectivité et de neutralité, jettent une ombre sur la gestion des ressources publiques et attirent l'attention sur les pratiques de favoritisme qui peuvent prévaloir au sein de l'administration. Les allégations vont plus loin, évoquant de liens familiaux et politiques
qui auraient influencé l'attribution de ces primes. Après les recrutements du premier lot des cadres et agents de l'administration du numérique, j'ai appris avec stupéfaction et ébahissement que l'enveloppe dégagée pour la prise en charge des agents du numérique a été détournée pour d'autres affectations en prime en faveur de personnes non concernées et non revêtues de la qualité de fonctionnaire. Comment un responsable de service peut-il admettre l'alignement aux primes des personnes fictives, des agents qui ne travaillent même pas, sans position régulière de service, pendant que les fonctionnaires qui viennent tous les jours en service en sont privés? Comment peut-on accepter, alors que le président de la République insiste tous les jours sur l'impératif dans la fonction publique d'assurer la promotion de la méritocratie et de l'égalité de traitement? Je me trouve dans l'obligation, en vertu des pouvoirs qui me sont reconnus par la loi, d'ouvrir en son encontre une action disciplinaire assortie d'une suspension de ses fonctions avec effet immédiat. Je demande au ministre ayant dans ses attributions le numérique de désigner parmi les directeurs compétents, revêtus au moins du grade de directeur, celui qui va assurer l'intérim jusqu'à nouvel ordre. La suspension du secrétaire général du numérique pourrait être le catalyseur d'une réflexion profonde sur la nécessité d'une réforme durable au sein de l'administration publique visant à garantir la responsabilité et l'imputabilité. Jean-Pierre Liaou, par son acte, pourrait bien être à la croisée de chemins. Il doit désormais être proactif. D'un ministère à un autre, intensifier la lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo, tel a été le but de la rencontre entre la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, et la représentante pays de l'ONU-Sida, Dr Suzanne Kassesde Mouansé, le mercredi 7 août 2024. La ministre du Genre a promis son engagement afin d'accompagner l'ONU-Sida pour la lutte contre le sida chez les femmes enceintes. Suivez. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation et des dépistages du VIH parmi les femmes enceintes et allaitantes en RDC, un pays confronté à des taux alarmants de transmission du virus, notamment de la mère à l'enfant. Le docteur Suzanne Kassesde a exprimé sa préoccupation face au faible taux de dépistage actuel qui contribue à une transmission élevée du VIH de la mère à l'enfant. Devant la presse, Dr Kassesde a salué l'expérience et l'engagement de la ministre Kandolo dans la lutte contre le VIH, martelant l'importance d'avoir des leaders déterminés et engagés pour mobiliser les ressources nécessaires afin de lutter contre le VIH. Elle souligne que la RDC a une chance d'avoir pour ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, une femme engagée pour le bien de la famille et de toute la nation. Nous venons de parler avec son Excellence sur la question du VIH. En RDC, nous avons profité de cette opportunité pour féliciter son Excellence et surtout d'exprimer notre joie, sachant que son Excellence a beaucoup travaillé sur la question du VIH elle-même connaît très bien pourquoi c'est toujours important de parler du VIH, de faire de plaidoyer, de mobiliser et de s'engager de lutter contre le VIH. En RDC, en fait, à ce stade, on dit qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges sur le VIH. Ils savent que les risques et la vulnérabilité persistent et il faut vraiment continuer de lutter. Nous espérons collaborer avec son Excellence, avec son équipe, parce que nous croyons que nous ne pouvons mettre pas au VIH, mais simplement avec un engagement fort au niveau politique, au niveau communautaire, au niveau technique, et c'est ça que nous avons discuté aujourd'hui. Et nous encourageons son Excellence la ministre de
de continuer de jouer, de mettre à la disposition du pays son leadership pour le bien de la famille, pour le bien de la femme, pour le bien de la communauté. La RDC est confrontée à des défis majeurs dans la lutte contre le VIH. Malgré les progrès réalisés, le pays doit encore surmonter des obstacles importants pour atteindre les objectifs de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Les efforts conjugués des acteurs politiques, techniques et communautaires sont essentiels pour améliorer la situation actuelle. La ministre Léonie Kandolo promet son engagement afin d'accompagner le sida pour la lutte contre le sida chez les femmes enceintes. Cette réunion entre la ministre et la représentante de l'ONU-SIDA représente une étape importante dans la lutte contre le VIH en RDC. Avec un engagement politique fort et une collaboration efficace, il est possible d'améliorer la situation et de réduire la transmission du VIH, en particulier de la mère à l'enfant. Sécurité dans la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a annoncé ce jeudi 8 août que le palais du peuple sera dorénavant hautement sécurisé, mais aussi lors des élections du bureau définitif du Sénat prévues le samedi 10 août 2024. C'était à l'occasion de la présentation de près de 221 présumés auteurs de troubles au siège du Parlement congolais. Suivez son propos. Le commissariat provincial profite de cette occasion pour demander aux Kinoises et Kinois de ne pas, si vous n'êtes pas invité, de ne pas vous transporter ou vous amener à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cet hémicycle est sécurisé et demain, elle sera encore hautement sécurisée. Ne peut y arriver que la personne qui a une invitation ou la personne qui va aller voter ou le personnel administratif de l'hémicycle. Vous n'êtes pas concerné. Empêchez-vous de vous y rendre parce que vous pouvez croire que vous n'êtes pas identifié, mais désormais nous opérons avec des caméras de surveillance. Vous arrivez là-bas, on vous visualise. On va vous chercher partout, même chez vous à la maison. C'est comme ces gens ici, on les a appréhendés chez eux, après avoir fait leur déplacement de l'hémicycle. Merci beaucoup. Merci. Dans le chapitre de l'éducation, l'Institut national des arts de Kinshasa, INA, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son histoire. Il est doté de nouveaux bâtiments situés le long du boulevard Triomphal dans l'enceinte du centre culturel qui se trouve en face du Palais du Peuple. Ces bâtiments sont construits grâce à la coopération sino-congolaise. Les travaux de construction de ces campus, qui ont duré 5 ans, ont été réalisés par l'entreprise chinoise BUCG. C'est le président Félix Tshisekedi qui va procéder à l'inauguration de ces bâtiments ce mois d'août. La découverte de ces nouveaux bâtiments de l'INA, un reportage de l'ACP rendu par Michel Ramazani. Conçu selon les normes internationales, le nouveau campus ultramoderne de l'INA offre des conditions d'études optimales à plus de 1500 étudiants nationaux et étrangers. Il s'est distingué par son architecture harmonieuse qui mêle les influences locales et internationales. L'utilisation des matériaux locaux tels que les sables du fleuve Congo pour la peinture des murs témoigne d'un souci d'ancrage dans les patrimoines congolais. Ce nouvel établissement public dispose d'équipements de pointe pour une formation artistique complète. Plus de 60 salles de classe modulables pouvant accueillir de 50 à 150 étudiants sont dédiées aux enseignements théoriques et pratiques. Le nouveau INA est également doté de 4 amphithéâtres de grande capacité, d'une salle polyvalente, de 2 salles de lecture, de 2 salles d'informatique, d'une bibliothèque, d'une salle de stockage de livres. On y trouve aussi une zone réservée aux enseignants. Un gymnase avec des terrains de basketball et des terrains de volleyball qui offrent aux étudiants un environnement propice à l'exercice physique. Les designs intérieurs marqués par l'artisanat local, notamment les gravures sur cuivre, confèrent au bâtiment une identité unique. Les espaces ont été conçus pour favoriser la créativité et les échanges entre les étudiants. Li Jianjiang,
responsable du management de ces projets, pense que le design de cette institution de formation dégage un mélange harmonieux entre les différentes cultures. Ce projet rassemble non seulement en tambour congolais, mais aussi ça rassemble au Goutin, c'est un instrument chinois. Donc je crois que c'est une métaphore parfaite qui montre l'harmonie entre les deux cultures. L'inauguration de ces bâtiments emblématiques est prévue dans le tout prochain jour par le président de la République, Félix Tshisekedi, dans l'installation de l'Institut national des arts INA à la Gombe. Les étudiants rencontrés sont impatients d'aller occuper les nouveaux noyaux construits pour eux. Ils considèrent déjà leur nouveau bâtiment comme étant un patrimoine qui va leur permettre d'avoir une bonne formation durant leur cursus académique. Ils rassurent qu'ils prendront soin de ces bâtiments comme il se doit. C'est un patrimoine pour nous. C'est un patrimoine que nous devons conserver et nous avons tant cherché ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'ici nous n'avons pas. Nous étudions certes dans des conditions que le pays nous offre, mais avec ce que nous faisons comme choix que nous avons opté la culture, nous devons être dans les normes qui sont appropriées pour mieux apprendre cela. Et là-bas, c'est vraiment confortable. Avec tout ce qu'on a vu comme matériel, ça peut nous aider à mieux nous développer aussi et pour apporter un plus pour le pays, dans le domaine de la culture bien sûr. Anne-Céleste Manungu, étudiante à l'Institut national des arts. Moi je trouve que le nouveau bâtiment va nous permettre d'étudier dans des meilleures conditions. Ça va nous permettre d'étudier dans des meilleures conditions, d'être beaucoup plus à l'aise. Parce que nous avons des cours qui nécessitent un grand espace. Par exemple en art dramatique. En art dramatique, il y a des cours par exemple... l'improvisation. En improvisation où on danse, on a besoin d'espace, on a besoin de se sentir vraiment à l'aise. Et ici, on l'était, mais pas assez. Donc il fallait vraiment qu'on déménage. On attend ça depuis longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Je n'ai pas vraiment besoin de pouvoir dire que voilà, on doit être propre. Parce que déjà, dans le petit bâtiment qu'on a, tous les auditoires sont déjà propres. Les auditoires sont déjà propres, c'est rare de trouver de la saleté dans les auditoires et tout. Donc je pense que c'est seulement la même attitude qu'on va emmener là-bas. Ces nouveaux campus présentent un investissement majeur pour l'avenir de la culture congolaise. Il permettrait à l'Institut national des arts de former des jeunes à développer leurs talents et rayonner à l'échelle internationale. Il reste au gouvernement et aux gestionnaires de l'INA d'anticiper pour un entretien permanent de ces bijoux construits pour mettre en valeur les valeurs culturelles et artistiques congolaises. Dans le même chapitre, crise à l'Université de sciences de l'information et de la communication, la coordination estudiantine a dans une déclaration lancée ce jeudi 8 août 2024 un appel pressant pour la création de conditions nécessaires à un dialogue direct entre le parti en conflit. L'objectif est de permettre la reprise de cours et de garantir les étudiants de bonnes conditions d'études. Suivez. Nous, étudiants de l'UNICIC, étudiants de l'Université de sciences de l'information et de la communication, en notre qualité de représentants de la coordination estudiantine, avons suivi avec une grande inquiétude la situation de grève qui paralyse actuellement notre établissement. Conscients des enjeux qui motivent cette action, nous souhaitons exprimer notre profonde préoccupation quant aux conséquences néfastes qu'elle engendre sur notre parcours académique. En effet, la suspension de cours entraîne un retard considérable dans notre formation, compromet notre préparation aux examens et réduit nos chances de réussite. De plus, elle nous prive d'un environnement propice aux échanges. En santé, la variole du singe au centre de préoccupation de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Son directeur général a annoncé mercredi 7 août 2024 qu'il allait réunir un groupe d'experts pour déterminer si la propagation croissante de cette pathologie doit être déclarée urgence mondiale. Merveille Louabéa pour les détails. Au moins 10 pays africains sont touchés par ce virus, selon les données publiées la semaine dernière par le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies. La République démocratique du Congo en est le principal foyer avec plus de 96% de tous les cas et décès.
Par rapport à la même période de l'année dernière, les cas ont augmenté de 160% et le décès de 19%. Une nouvelle version du virus qui peut tuer jusqu'à 10% des personnes est apparue en RDC. Alors que la semaine dernière, pour la première fois, le Rwanda et le Burundi ont été pour la première fois touchés par la maladie. En 2022 déjà, l'OMS a déclaré la variole du singe urgence mondiale après qu'elle s'était propagée dans plus de 70 pays, affectant principalement les hommes homosexuels et bisexuels. Le pays occident ont endigué cette maladie grâce à des vaccins et aux traitements, des outils de lutte très peu disponibles en Afrique. Et pour finir en page africaine, clap de fin pour Ahmed Al-Khani. Le Premier ministre tunisien a été limogé mercredi par le chef de l'État Kais Saïd. Il a été remplacé dans la foulée par Kamel Madouri qui occupait le poste de ministre des Affaires sociales dans son gouvernement. L'annonce a été faite par la présidence tunisienne dans un communiqué, nous rapporte Diane Mbonga. Ahmed Al-Khani quitte son poste près de 12 mois après sa nomination. Le désormais ex-premier ministre n'a pas survécu à la crise récurrente de coupures d'eau et d'électricité dans de nombreuses régions du pays. L'intéressé met en avant la sécheresse pour justifier ces pénuries. Son ministère de l'Agriculture affirme que les niveaux de barrage est extrêmement critique et qu'il a atteint 25%. C'est ce que conteste le président tunisien. Kais Saïd y voit plutôt un complot politique à la proche de la présidentielle. Le président sortant a déposé lundi sa candidature à l'élection présidentielle du 6 octobre prochain. Il est accusé de restreindre les libertés politiques afin de favoriser sa réélection. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, entame ce jeudi 8 août 2024 une visite de travail à Luanda en Angola. Il va rencontrer son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre Kinshasa et Kigali pour aborder la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo a présidé dans la soirée de ce mercredi 7 août 2024 une réunion du gouvernement à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, capitale du pays. Des dossiers liés à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays ainsi que des questions socio-économiques ont été abordés au cours de ces conseils de ministres restreints. Crise à l'Université des sciences de l'information et de la communication, la coordination estudiantine a dans une déclaration lancé ce jeudi 8 août 2024 un appel pressant pour la création de conditions nécessaires à un dialogue direct entre le parti antagoniste. C'est tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain Merveille Loabeya pour 19h. Je vous dis merci. Au revoir.